À l'instar des autres reptiles, l'iguane vert est une espèce qui regorge de caractéristiques aussi stupéfiantes les unes que les autres. Cette monographie a pour but de mettre en lumière les informations relatives à cette espèce, autant sur le point de vue de ses attributs que dans le fait de la maintenir en captivité, que ce soit dans une démarche scientifique, pédagogique ou bien philosophique. Sachez par ailleurs que l'intégralité de ce cours a été réalisée grâce aux écrits du livre Iguane vert des éditions Artémis, où par mesure d'humilité, je ne me suis pas permis de reformuler certains écrits, les jugeant parfaitement explicites. Alors, où vivent les iguanes sauvages? Le territoire naturel de l'iguane vert comprend la totalité du Mexique central jusqu'au centre de l'Amérique du Sud. Dans leur environnement naturel, les iguanes jouissent des journées longues et ensoleillées et des températures chaudes tout au long de l'année. Le soleil tropical leur fournit le gradient nécessaire à la régulation de leur température corporelle et à des processus biologiques optimaux. Les iguanes sont généralement aptes à survivre dans n'importe quel endroit suffisamment chaud et ensoleillé où la végétation suffit à les abriter et à satisfaire leur régime végétarien. Un iguane adulte passe ses journées dans les hauteurs des arbres de la canopée et il se nourrit de branche en branche et passe du soleil à l'ombre et inversement pour maintenir une température interne aux environs de 31 degrés. Il arrive parfois qu'ils descendent de la canopée pour chercher de nouvelles zones d'alimentation, pour se baigner ou bien, dans le cas des femelles, pour pondre ses œufs. Les œufs, quant à eux, sont enfouis dans des terriers creusés dans le sol de la forêt et les petits doivent se débrouiller par eux-mêmes. Contrairement à leurs parents, les jeunes iguanes passent le plus clair de leur temps à fouiller le sol de la forêt et à se cacher des prédateurs. Ils rejoignent la canopée quand ils grandissent, c'est ainsi que vivent les iguanes dans la majeure partie de leur territoire naturel. Ils ont toutefois une bonne capacité d'adaptation et tirent le meilleur parti des habitats aux lisières des territoires ou des habitats de substitution. Ainsi, des populations d'iguanes sauvages vivent dans les îles hawaïennes depuis des décennies. Ces iguanes ne sont pas indigènes, mais ils ont été importés illégalement, puis par la suite relâchés. En présence d'un climat adéquat et d'une nourriture abondante, ils ont prospéré et formé des colonies. Mauvaise nouvelle pour l'écosystème hawaïen, où il n'existe pas de prédateur naturel pour l'iguane pour limiter son expansion. Les iguanes retournés à l'état sauvage sont également répandus dans d'autres régions américaines comme Porto Rico et la Floride. Les populations se sont établies après que des animaux en captivité se sont échappés ou bien ont été relâchés volontairement. Les iguanes ont pu survivre sous ces climats propices et se multiplier. En Floride, les iguanes verts sont devenus une calamité dans les zones résidentielles où ils saccagent les jardins et, entre guillemets, terrorisent les humains et les animaux de compagnie. En ce qui concerne les espèces issues de la famille des iguanes, nous n'allons pas nous attarder dessus. Déjà, afin de conserver un cours relativement digeste, et parce que nous réservons les autres espèces d'iguanes pour des vidéos de type étude. Il n'empêche que nous allons tout de même en citer quelques-uns. Que ce soit l'iguane rhinocéros, l'iguane noire à queue épineuse, l'iguane des Fidji, que nous avons déjà vu ensemble dans le cours Espèces des forêts tropicales, publié en avril 2021 sur la plateforme YouTube, l'iguane marin et terrestre des Galapagos, puis l'iguane du désert. En ce qui concerne ses caractéristiques, il est intéressant de savoir que l'iguane vert possède de larges yeux ronds
généralement brun à mordoré, parfois vert, aux grandes pupilles noires. La paupière supérieure et la paupière inférieure se rejoignent au centre de l'œil lorsque l'iguane le ferme. L'iguane possède également une troisième paupière, nommée membrane nictitante, rarement visible puisqu'elle se ferme de bas en haut, est transparente et participe à la lubrification de l'œil. Les paupières externes protègent l'œil des stimuli visuels indésirables et toutes les paupières sont fermées pendant le sommeil. Deux narines à l'extrémité du nez servent à la respiration et à l'excrétion de sel. Les odeurs sont perçues dans une faible mesure par les récepteurs olfactifs des narines, mais surtout par la langue. La principale activité nasale observée chez les iguanes est l'évacuation par éternuement de l'excédent de sel ingéré dans l'alimentation. Cette élimination normale n'a qu'un inconvénient, c'est qu'elle oblige le propriétaire à nettoyer de temps à autre les dépôts salés sur les parois et les vitres du terrarium. Alors la grande bouche de l'iguane s'ouvre largement sur des douzaines de dents pointues. Petites, certes, mais incroyablement acérées sur les mâchoires supérieures et inférieures. Chaque dent est crantée et une morsure d'iguane, qui peut être profonde, ressemble à une coupure par des douzaines de minuscules lames de rasoir. Curieusement, les dents des iguanes ne servent pas à mastiquer, mais à déchiqueter les feuilles en lambeaux avant de les avaler. Si vous les observez, vous constaterez qu'elles sont parfaitement adaptées comme emporte-pièces. L'un des points communs à tous les iguanidés est leur dentition pleurodonte, c'est-à-dire implantée sur la face interne des os de la mâchoire. Alors, à l'intérieur de la bouche, la langue est charnue, épaisse et très légèrement fourchue. Elle est rose, mais peut-être légèrement plus rouge à l'extrême pointe. La langue est en fait le principal vecteur de l'odorat. Quand un iguane sonde son environnement ou le contenu de sa mangeoire, il agite sa langue en direction de l'objet sans le toucher ou à peine pour sentir à la fois son odeur et sa saveur. Sur le palais de l'iguane se trouve l'organe de Jacobson, un dispositif sensoriel qui détecte l'odeur et le goût après que la langue a sondé l'objet. La langue est en outre légèrement collante sous l'action de la salive et aide l'iguane à cueillir sa nourriture. D'ailleurs, si jamais votre iguane vous lèche la main, vous sentirez ce petit côté collant. Concernant les tympans, sachez qu'il s'agit de l'écaille ronde située derrière chaque œil. L'iguane vert entend très bien, contrairement à beaucoup de ses parents reptiliens. La plupart des iguanes supportent le bruit et ne sont pas dérangés par la musique ou la télévision. Néanmoins, ils peuvent être effrayés ou stressés par un bruit violent, inattendu, ou par des bruits de construction ou de bricolage. Les iguanes font eux-mêmes peu de bruit, hormis un sifflement occasionnel lorsqu'on les agace. Sous le tympan se trouve une grande zone charnue et gonflée nommée bajou. Alors, les bajous des juvéniles sont moins gonflés, mais charnus et ornés de très grosses écailles lisses. Les bajous des adultes, surtout des mâles, stockent les graisses. Quand commence la saison de reproduction, ils s'intéressent moins à la nourriture qu'à la recherche de partenaires. D'ailleurs, les réserves de graisse garantissent leur survie pendant cette période, car les iguanes transforment la graisse en énergie. Sur la partie la plus renflée des bajous se trouve une très grosse écaille ronde, appelée plaque subtympanique. On ne connaît aucune fonction biologique, mais on suppose qu'elle sert de leurre pour impressionner d'éventuels prédateurs. Cette stratégie est courante dans le règne animal. De plus, cette écaille
est considéré comme l'ultime signe distinctif de l'espèce Iguana iguana. Si vous visitez une animalerie proposant de nombreux lézards verts, des bébés qui plus est, qui ressemblent à des iguanes verts, vérifiez la présence de la plaque subtympanique. Si vous ne la trouvez pas, il s'agit sans doute de dragon d'eau ou bien de basilic qui ressemblent aux iguanes dans leurs jeunes âges. D'ailleurs, des animaleries les confondent encore et il est utile de connaître cette caractéristique au cas où on essaierait de vous vendre une autre espèce. L'iguane possède également un troisième œil. Ce dernier se situe au sommet de sa tête, légèrement en arrière de ses yeux. Cette tache grisâtre est en réalité une lentille très sommaire mais fonctionnelle qui détecte la lumière et porte le nom d'œil pariétal. Celui-ci a un rôle très important dans plusieurs processus. D'abord, il a été démontré qu'il participe à la thermorégulation. Les iguanes ont une idée beaucoup plus précise de la nécessité de s'exposer au soleil ou de s'en cacher quand ils peuvent sentir la lumière et l'obscurité avec leur œil pariétal. Ensuite, il aide à détecter les modifications de longueur d'onde de la lumière qui indiquent les changements de saison et par conséquent déclenchent des comportements fondamentaux comme la reproduction. Troisièmement, on a constaté qu'il aidait des lézards à s'orienter et à trouver leur chemin vers leur repère favori. Enfin, il a même été suggéré qu'il pourrait détecter les menaces venues d'en haut par la détection d'ombre. Cette espèce possède également un fanon ongulaire. Il s'agit d'une grande membrane située sous la mâchoire inférieure. L'iguane le déploie quand il se sent menacé et veut se rendre plus impressionnant. Il est aussi déployé comme un signe de domination dans un conflit territorial ou bien une parade nuptiale. De plus, l'extension ou la rétraction du fanon participe à la thermorégulation. En effet, il absorbe la chaleur solaire ou intercepte une brise fraîche. Une rangée d'épines souples descend le long du bord inférieur du fanon ongulaire. Elles sont simplement un signe distinctif du genre Iguana, rien d'autre. Alors, les petites bosses à l'arrière du cou sont les écailles tuberculées. Au-dessus de ces écailles, la crête dorsale et les épines dorsales courent tout le long du dos et sur une partie de la queue. Tous ces éléments ont pour but de créer un aspect intimidant envers des prédateurs ou des rivaux potentiels. C'est toujours le mâle, en l'occurrence le mâle adulte, le plus dominant qui affiche les rangées d'épines les plus longues et les plus imposantes dans le meilleur des cas. Les épines peuvent atteindre presque 3 cm de long. Alors, les épines souples qui forment une rangée du haut du cou jusqu'à la queue sur quelques centimètres sont donc appelées les épines dorsales. Elles participent à la thermorégulation et à l'aspect menaçant envers un rival. Le corps de l'iguane est compressé latéralement. Autrement dit, il est plus haut que large. Le cloaque, quant à lui, est la fente située juste derrière les pattes arrière de l'iguane, soit en dessous. Cet orifice sert à l'élimination des excréments et à l'introduction des organes sexuels. Alors les mâles sont dotés d'une paire d'organes génitaux, que l'on appelle les hémipénis. Un seul hémipénis sert à l'accouplement
Les petites bosses alignées sous les cuisses arrière sont les pores fémoraux. Et les mâles adultes sécrètent une sorte de cire solide par ces glandes qui ressemble à une série de crayons miniatures. Voilà. D'ailleurs, la cire contient des substances chimiques et des phéromones que les mâles frottent le long des branches et autres surfaces quand ils souhaitent marquer leur territoire. À propos de la couleur maintenant, il faut savoir qu'elle varie d'un individu à l'autre, généralement selon le pays d'origine. La plupart des nouveau-nés sont d'un vert très vif, mais certains sont beaucoup plus gris avec des reflets vert vif. Avec l'âge, la couleur se ternit généralement vers, disons, un vert plus sombre, tirant sur le brun ou le gris. En gros, un iguane adulte peut être de n'importe quelle nuance de vert imaginable. Pendant la saison d'accouplement, les iguanes prennent une teinte vert orangé. Des individus virent à l'orange sur la majeure partie du corps, comme s'ils avaient pris un coup de soleil. Les iguanes changent aussi de couleur en fonction de leur humeur, mais de façon moins spectaculaire que les caméléons, évidemment. Alors un iguane stressé ou endormi peut ainsi virer au gris, par exemple. Enfin, les iguanes changent également de couleur pour stimuler la thermorégulation et passent à un vert plus foncé, parfois presque noir, pour absorber la lumière solaire ou à un vert plus clair pour la réfléchir, tout simplement. Alors, la queue de l'iguane, quant à elle, est très longue. Classiquement, jusqu'à 3 fois la longueur du corps, du nez au cloaque, en tête groupe. Souvenez-vous du cours sur la gamme barbue. Ces bandes brunes, noires sur fond vert fournissent un excellent camouflage. La queue sert normalement de balancier lorsque l'iguane se déplace en équilibre précaire sur les branches de la canopée. Mais elle est aussi d'une aide puissante à la nage, un peu comme la façon d'un crocodile. Et elle constitue aussi un moyen de défense. Très longue et actionnée comme un fouet, elle inflige une gifle puissante sur le nez du prédateur potentiel. Vous pourriez d'ailleurs l'expérimenter par vous-même si vous vous approchez trop de votre iguane en colère. Enfin, l'iguane dispose d'une ruse si un prédateur risque de l'attraper, comme plusieurs autres lézards. Eh bien, l'iguane peut abandonner sa queue à n'importe quel point de sa longueur. Si la queue est saisie et immobilisée, elle se détache automatiquement et se tortille indépendamment. L'iguane a alors le temps de s'échapper pendant que le prédateur se pose des questions ou tout simplement dévore le tronçon de queue. Même si l'absence d'une grande partie de sa queue ne menace pas la survie de l'iguane, il a tout de même plus de difficultés à garder son équilibre et à nager. Dans vos rapports avec votre iguane, vous devez le manipuler avec précaution et veiller à ne pas coincer sa queue ni tirer dessus. La queue repousse partiellement au bout de quelques mois, mais le nouveau tronçon est une imitation médiocre et dépourvu de muscles et d'os. Alors, en ce qui concerne ses pattes, il faut savoir qu'elles sont plutôt robustes et lui permettent de marcher, de courir, de se suspendre, de s'accrocher, de grimper et de sauter. Grâce à ses membres puissants, l'iguane est un véritable acrobate, même s'il manque souvent de grâce. Les pattes des jeunes iguanes semblent relativement minces, mais prennent tout de même un aspect plus musclé avec l'âge. Les pieds des iguanes sont assez remarquables, chacun terminé par une griffe d'ailleurs relativement courbée et pointue. Les mouvements des doigts sont assez limités, ils servent plutôt de grappin pour s'agripper et
s'accrocher. Alors, l'iguane est très dépendant de ses griffes, sans lesquelles il est incapable d'escalader une branche. En captivité, il est conseillé de les tailler régulièrement, afin d'éviter tout dommage aux autres iguanes, aux humains ou aux vêtements, mais sans les couper trop court, bien entendu. Concernant les critères qui sont à respecter pour l'acquisition de cette espèce, je vous laisserai prendre connaissance de ce sujet en lisant le livre que je vous ai présenté en début de cours, puisque je tiens à conserver un cours relativement digeste, et c'est la raison pour laquelle je ne compte pas m'attarder davantage sur l'espèce en elle-même, soit sur ses caractéristiques physiologiques et comportementales. Comme d'habitude, si certains d'entre vous ont des questions plus pointilleuses, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Idem pour les conditions de maintenance, sachant que je vous invite aussi à prendre connaissance du cours qui s'intitule « Le terrarium naturaliste » disponible sur YouTube. Enfin, je tiens tout de même à préciser que l'iguane vert n'est pas une espèce conseillée aux débutants, et j'insiste bien là-dessus, et ce, au vu de ses besoins, disons, assez particuliers. Bien, la plupart des animaux muent de temps à autre, les reptiles tout particulièrement, la couche supérieure de l'épiderme meurt et l'animal doit s'en débarrasser tout simplement pour grandir. Les serpents perdent généralement leur peau en un seul et même morceau, les lézards par gros morceaux en même temps. Votre iguane muera tout au long de sa vie, et plus il grandira vite, plus il muera. Par conséquent, les juvéniles muent souvent parce qu'ils sont dans la phase de croissance la plus rapide, et les adultes muent environ une fois par mois. Certains semblent être en mue permanente, d'autres muent assez rapidement et ont un aspect parfait pendant plusieurs semaines avant que le processus ne se renouvelle. Vous remarquerez d'ailleurs que votre iguane est sur le point de muer lorsque sa peau deviendra terne. La mue se détache par petits fragments de la tête, des doigts et des pattes, et par plus gros morceaux sur le corps et la queue. Elle révèle d'ailleurs des écailles vivement colorées, les épines dorsales et la face extérieure des griffes muent également, mais la mue est souvent plus lente car la peau adhère solidement. Alors attention, aider un iguane à muer est une très mauvaise idée car vous risquez d'arracher de la peau qui n'est pas prête à tomber, notamment sur les épines dorsales où le processus est généralement plus long. Si vous faites glisser la peau le long d'une épine dorsale et que l'extrémité commence à saigner, eh bien c'est le signe qu'il est trop tôt. L'iguane n'en mourra certainement pas, mais mieux vaut l'éviter. Il y a des exceptions à cette règle de non-intervention, notamment si la mue se passe mal autour des doigts. La peau morte, surtout chez les juvéniles, peut comprimer les vaisseaux sanguins des doigts et provoquer alors une nécrose, tout simplement la perte des doigts. Le problème est le signe du milieu ambiant, en général beaucoup trop sec. C'est pourquoi il est judicieux de vaporiser l'animal d'eau et de lui donner des bains réguliers lorsqu'il commence à muer. La peau est ainsi hydratée et la mue est facilitée. En ce qui concerne le comportement, je souhaiterais mettre le doigt sur les hochements de tête. Il faut savoir que les iguanes verts hochent parfois la tête comme dans un acquiescement permanent. La signification de ce mouvement n'est cependant pas ce qu'elle paraît. Les iguanes commencent généralement à hocher la tête vers l'âge de 12 mois. Et la signification varie selon la situation. Il peut tout d'abord s'agir d'une manifestation de domination sur un territoire. Par exemple, chez les gros mâles,
il est facile d'identifier un signal de dominance puisque les grandes bas-joues sont tremblantes et le fanongulaire est largement déployé, ce qui donne à l'iguane une tête énorme et intimidante, surtout pour un autre iguane. Un hochement délibéré peut signifier « quitte ma branche » ou bien « écarte-toi de mon chemin ». Les mâles s'adressent également aux femelles qui répondent en hochant la tête, notamment lorsqu'ils leur font la cour. S'il n'y a pas d'autres iguanes aux alentours, votre iguane vous envoie peut-être un signal, vous enjoignant de les laisser tranquilles ou bien de garder vos distances. Toutes ces manifestations sont assez normales et il n'y a pas de quoi s'inquiéter à moins que l'iguane semble constamment en humeur de défendre son territoire, notamment envers ses congénères ou bien à votre encontre. À l'instar d'un grognement de chien, cet avertissement ne doit pas être négligé, surtout s'il s'accompagne d'une grande gueule ouverte et d'un corps gonflé et redressé, puisqu'il s'agit là d'un signal très agressif. Les iguanes qui prennent ces postures les uns envers les autres doivent être séparés afin d'éviter tout type de blessure. Les iguanes éternuent régulièrement, c'est important de le savoir, ce qui étonne d'ailleurs bon nombre de personnes. C'est particulièrement surprenant quand vous regardez votre iguane et qu'il vaporise soudainement le contenu de ses narines sur votre visage. Alors pas de panique, vous n'attraperez pas de rhume. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, les iguanes évacuent le sel de leur organisme et ce comportement est parfaitement normal. En effet, ils ne transpirent pas et ne peuvent donc pas excréter le sel, contrairement à nous. Il n'est pas nécessaire de modifier la teneur en sel de l'alimentation d'un iguane, s'il semble éternuer beaucoup ou presque pas. Si le terrarium est vitré, je vais me répéter, vous trouverez des traces blanches sur le verre qui sont d'ailleurs faciles à nettoyer. Il arrive toutefois que les iguanes contractent des infections respiratoires. C'est assez classique. Ce sont des animaux qui souffrent d'une maladie ou qui vivent dans un environnement plutôt froid au sein duquel leur système immunitaire fonctionne mal. Par exemple, de la poussière en suspension dans l'air peut augmenter les risques d'infection respiratoire. C'est la raison pour laquelle il faudra être vigilant face à ce genre de risque. Alors ces infections se traduisent généralement par une respiration lourde. Un son cliquetant pourra être entendu et une surproduction de salive et la bouche ouverte à la recherche d'air, ce qui suggère que les voies nasales sont bloquées et que la respiration est difficile. Dans ce cas, vous remarquerez des sécrétions autour des narines et des bulles dans la bouche. Évidemment, la consultation d'un vétérinaire peut alors être nécessaire, mais la première conduite à tenir est de procurer à votre iguane quelques degrés supplémentaires pour aider son système immunitaire à combattre l'infection. Comme vous le savez, les iguanes sont herbivores. Dans leur habitat naturel, ils se nourrissent exclusivement de feuilles et de fleurs. Adultes, ils passent la plus claire de leur temps dans les hauteurs de la canopée et consomment au passage les rameaux qui leur servent de perchoir. Vagabondant d'arbre en arbre, ils goûtent les feuilles, les fleurs et les fruits des autres plantes qu'ils trouvent. Alors sur une période de quelques semaines, un iguane consomme régulièrement des douzaines d'espèces de plantes différentes, ce qui lui assure un régime alimentaire équilibré. Malheureusement, les plantes que les iguanes consomment dans la nature ne sont généralement pas à la disposition des propriétaires d'animaux de compagnie. Par conséquent, nous devons leur offrir une large sélection de fruits et de légumes qui leur procurera
tous les éléments nutritifs nécessaires à leur survie. En captivité, il est impératif de leur fournir la plus grande diversité possible. Les carences alimentaires sont probablement la première cause de mortalité des iguanes en captivité et ces carences sont complètement évitables si l'alimentation est bien pensée. Le régime alimentaire est le même pour les juvéniles et les adultes. Les seules différences résident dans la quantité, la préparation et l'apport complémentaire en vitamines. Le régime idéal devrait être composé de légumes et de fruits variés. Alors attention, aucun insecte, nourriture pour chien ou protéines alimentaires ne doivent être offerts à l'iguane vert. Dans son habitat naturel, les seuls cas constatés de comportement, disons, carnivore ou insectivore, se sont révélés purement accidentels et opportunistes. En captivité, il n'y a simplement aucune raison d'offrir à un iguane quoi que ce soit d'autre que des matériaux végétaux. Alors, les proportions exactes ne sont pas importantes au jour le jour. En fait, elles peuvent et doivent varier. Un iguane ne consomme pas exactement 2 feuilles de navet pour chaque haricot vert. Tout comme la portion de purée que vous vous servez varie d'un jour ou d'une semaine à l'autre. Un iguane appréciera des portions légèrement différentes de baies à chaque repas. Tant qu'un iguane bénéficie quotidiennement d'un régime varié, comportant chacun des groupes d'aliments dont nous avons parlé, il devrait échapper aux troubles alimentaires si courants chez les iguanes en captivité. Donc, pour chaque propriétaire, le choix des produits se fondera sur leur disponibilité et leur coût. Les iguanes ont également des préférences, tout comme nous. Avant d'entrer dans les détails, notez 2 points très importants. Premièrement, offrez un large éventail d'articles de la liste que je vais vous citer. Ne vous cantonnez pas à une sélection de 3 ou 4 légumes. Imposez-vous le défi d'offrir au moins 10 produits différents en l'espace de 2 semaines, par exemple. Deuxièmement, n'hésitez pas à élargir la liste, qui ne comprend pas forcément tous les aliments nutritifs. Consultez un guide pour vérifier la valeur nutritive des aliments que vous envisagez d'utiliser. Vous ne comprendrez peut-être pas la signification de tous les éléments nutritifs mentionnés, mais vous devriez arriver à une bonne évaluation par comparaison de vos légumes et les autres. Alors, voici la liste. Je vous laisse prendre vos stylos. Du chou vert, des feuilles de moutarde, du persil, des feuilles de pissenlit, brocoli, la scarole, du poireau, du cresson de fontaine, de l'endive, la roquette, des haricots verts, des poivrons, des pois, des radis, gombo, du panais, des courges, des asperges, des framboises, des mûres, des raisins, des poires, des figues de Barbarie, des figues, que ce soit crues ou séchées, des mangues et de la papaye. La mention d'un produit dans cette liste ne signifie pas qu'il suffit de le choisir avec un ou 2 autres et de vous cantonner à ce régime, comme je vous le disais à l'instant. Cette liste n'est utile que dans la mesure où vous proposez une grande partie de ces légumes et il est bon de se rappeler que les iguanes apprécient la variété et se lassent à la longue des mêmes recettes. Certains apprécient la couleur, comme celle des poivrons par exemple. D'autres verront apparaître avec plaisir une touche rouge vif de framboise pendant la saison. Il est particulièrement facile de proposer des aliments variés à un iguane car il accepte tout ce qu'on lui donne. Les aliments de couleur vive ou de saveur sucrée permettent parfois de mettre un appétit à un iguane difficile. Néanmoins, certains iguanes réagissent mal à de nouveaux aliments. Ils prennent leurs petites habitudes et refusent d'en changer.
Ne vous faites pas de soucis si votre iguane a un régime bien équilibré et refuse les nouveautés que vous lui proposez. Il n'y a aucune raison de modifier pour le plaisir un régime varié et adapté si cela doit empêcher l'iguane de se nourrir. Si votre iguane a vraiment besoin d'un régime plus varié, je vous conseille d'ajouter des petits morceaux du nouvel aliment, un peu plus chaque jour. S'il mange tout, sauf le nouvel aliment, essayez d'émincer ou de hacher celui-ci et de bien le mélanger avec les autres aliments. Vous pouvez également diminuer la quantité globale de nourriture proposée. Un iguane en bonne santé videra, quoi qu'il arrive, son assiette s'il est affamé. Pour vous aider dans vos choix, j'ai rassemblé des informations importantes sur plusieurs groupes de légumes, des nutriments vitaux et les besoins des iguanes. Toutes doivent être prises en compte avec la même attention. Les carences alimentaires sont courantes chez les iguanes parce que de nombreux propriétaires ne disposent pas de ces informations. Même si nous recommandons un régime varié, un choix avisé évitera la prédominance de légumes peu nutritifs. Le rapport du calcium au phosphore s'écrit Ca sur P. Il indique la proportion relative de calcium et de phosphore dans les aliments. Un rapport Ca sur P correct dans le régime d'un iguane est essentiel pour la croissance des os et leur préservation, la contraction de muscles et de nombreuses autres fonctions physiologiques. L'ostéofibrose ainsi que de nombreux autres problèmes peuvent être provoqués par la simple ignorance de ce rapport sur une courte période. Le rapport Ca sur P doit être de 2 sur 1 pour un iguane. La plage acceptable se situe entre 1 sur 1 et 3 sur 1, mais 2 sur 1 est considéré comme idéal. L'hypocalcémie, en l'occurrence la carence en calcium, est beaucoup plus fréquente que l'hypercalcémie, qui est cette fois-ci un excès en calcium. Nombre de fruits et de légumes ont un rapport Ca sur P bien inférieur à 1 sur 1. La teneur en calcium est donc essentielle dans la composition de menus et les légumes à rapport Ca sur P élevé doivent être privilégiés, évidemment. Il est d'ailleurs fortement recommandé d'apporter un complément de calcium en poudre en raison de la difficulté à trouver assez d'aliments riches en calcium. Une idée répandue pour éviter la carence en calcium est de surcompenser et savoir offrir seulement les quelques légumes les plus riches en calcium et d'ajouter de fortes quantités de calcium en poudre dans les repas de l'iguane. Eh bien, c'est une erreur. Un régime trop riche en calcium peut provoquer un durcissement des tissus mous par des dépôts de calcium. Le problème est aussi grave qu'une carence. Au-delà du sujet du calcium, il y a aussi la vitamine. Et la vitamine D3, quant à elle, est un autre élément important pour la croissance et la préservation des os. Elle joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium, car un iguane est dans l'incapacité d'utiliser le calcium présent dans ses aliments en l'absence de vitamine D3. La vitamine D3 est obtenue par l'exposition à la lumière naturelle du soleil, non filtrée, et par les aliments. Aujourd'hui, on pense toutefois que les iguanes ont du mal à extraire la vitamine D3 de leur nourriture, ce qui augmente l'importance de l'exposition à la lumière ultraviolette. Les carences alimentaires sont invisibles jusqu'au moment où elles affectent la santé de l'animal. C'est pourquoi je recommande de jouer la prudence et de saupoudrer une petite quantité de complément calcium, vitamine D sur les aliments de votre iguane. En règle générale, un iguane devrait être nourri tous les jours, au moins 5 ou 6 fois par semaine. La fréquence
dépend des quantités offertes à chaque repas, la taille de l'iguane, de la saison et de d'autres facteurs qui varient au fil du temps. Il est en revanche certain qu'un ou 2 repas par semaine ne suffisent pas. Les iguanes, surtout les adultes, mangent beaucoup et ont faim tous les jours, notamment si vous établissez ce rythme. En outre, ils ne semblent pas enclins à l'obésité et vous pouvez les nourrir quand ils le souhaitent. Il est d'ailleurs judicieux de nourrir votre iguane le matin afin qu'il ait toute la journée pour manger et digérer ses aliments à la température optimale. Certains iguanes sont un peu longs et se réchauffent après la mise en marche de l'éclairage et des principales sources de chaleur. Et ils ne mangeront peut-être pas avant le milieu ou la fin de la matinée. D'autres font preuve de voracité dès le lever du soleil. Des iguanes particulièrement affamés apprécient un second repas dans le milieu de la journée. Si votre emploi du temps vous le permet, servez-le sans hésiter. Dans le cas contraire, offrez-lui simplement un repas plus copieux le matin ou peut-être 2 assiettes. Vous pouvez également lui servir une petite collation en début de soirée, mais évitez de le nourrir dans les 1 à 2 heures précédant le coucher. Je vous conseille aussi de contrôler l'apparence physique de l'iguane tous les jours et d'observer l'aspect de ses flancs. Ceux-ci ne doivent pas présenter de plis prononcés de la peau et les os pelviens à la base de la queue ne doivent pas être proéminents. Si c'est le cas, l'animal n'est pas assez nourri. Essayez aussi d'augmenter les rations. Si des repas plus consistants ne l'engraissent pas, alors peut-être que votre animal s'avère être malade. Les mâles et les femelles iguanes ont des comportements différents qui peuvent vous faire préférer un sexe à un autre. Contrairement aux mammifères, les reptiles dissimulent leurs parties sexuelles à l'intérieur de leur corps. Il est donc délicat, pour un œil peut entraîner, de déterminer immédiatement le sexe du lézard. En fait, quand ils sont très jeunes, il est presque impossible de sexer les iguanes verts simplement d'après leur aspect physique. Alors, avec l'âge, des caractéristiques extérieures peuvent vous aider à faire la distinction. Les mâles, par exemple, se reconnaissent par des grosses bajoues, un grand fanon angulaire, un renflement à la base de la queue, des pores fémoraux proéminents, une production d'une substance céreuse par les pores fémoraux, et ils virent à l'orange pendant la saison de reproduction. Les femelles, quant à elles, se reconnaissent par des petites bajoues, un petit fanon angulaire et pas de renflement à la base de la queue. Des pores fémoraux peu apparents et aucune production de cire par les pores fémoraux, et elles ne virent pas à l'orange selon la saison. Alors, quand les iguanes atteignent la maturité sexuelle, ils connaissent une saison de reproduction durant laquelle les comportements sexuels s'accentuent. Les femelles deviennent réceptives à la fécondation par les mâles et le comportement des mâles comme des femelles se modifie radicalement pour exprimer ce message. Les mâles changent même d'apparence physique pendant cette saison. Ces phénomènes sont d'ailleurs déclenchés par les modifications de l'environnement et par les signaux qui les accompagnent. En substance, des événements prévisibles qui se produisent chaque année indiquent au corps de l'iguane que les conditions favorables à l'accouplement sont proches, telles que l'allongement de la durée du jour, l'élévation de la température, aussi de l'hygrométrie, des précipitations et changements de longueur d'onde de la lumière qu'il capte. Même l'horloge interne de l'iguane peut influer sur ces changements, quoi que vous fassiez.
les iguanes détectent les transitions les plus subtiles et deviennent sexuellement actifs à un moment de l'année. Lorsque le corps de l'iguane détecte ces modifications, le cerveau lui envoie des signaux, les hormones, qui le préparent au comportement de reproduction. Chez les iguanes mâles, les hormones déclenchent des modifications physiques. Le volume des testicules internes augmente et la couleur externe vire à l'orange. Pour le propriétaire de l'iguane, ces changements peuvent entraîner la transformation d'un iguane adorable en une créature de l'enfer. Il y a soudain plus important que manger, se reposer au soleil et partir en exploration. L'activité de l'iguane mâle consiste alors à s'assurer que son territoire soit bien défendu, à écarter tout autre mâle indésirable, à repérer les femelles et à s'accoupler. Alors tous réagissent différemment. Certains deviennent très agressifs, d'autres gardent leur calme, mais tentent de copuler avec tout ce qui bouge. On ne bouge pas d'ailleurs. Alors, chez certains, cette période est brève, chez d'autres, elle dure plusieurs semaines. Les femelles deviennent également plus agressives et d'humeur changeante, mais certainement pas au même degré que les mâles. Lorsqu'un mâle a l'intention de s'accoupler avec une femelle, son approche n'a rien de romantique. Sans aucun tact ni subtilité particulière, il la pourchasse jusqu'à l'acculer et à ce qu'elle cède à ses avances. Une fois que la femelle est à l'endroit voulu, il l'enfourche, la colle au sol de tout son corps et l'immobilise en plantant ses dents dans son cou. Puis, il l'enveloppe de ses membres postérieurs et de sa queue, de façon à aligner leurs orifices anaux. Il déplie alors ses hémipénis et tente d'en introduire un dans l'orifice anal de la femelle pour y déposer son sperme. Le processus complet prend habituellement plusieurs minutes, dont la majeure partie est consacrée à la copulation elle-même. Les mâles ne réussissent pas toujours, surtout s'il y a des différences de taille importantes entre les deux sexes. La copulation n'aboutit pas toujours à la fécondation des œufs, et les tentatives d'accouplement répétées sont assez courantes. Il arrive aussi que pendant la copulation, la femelle se déplace et entraîne le mâle. L'hémipénis peut alors se couvrir de substrats et autres saletés. Alors, cela ne pose généralement pas de problème au mâle, à moins qu'il ne subisse une coupure ou autre blessure qui pourrait s'infecter. Alors, le premier signe que l'accouplement a été couronné de succès se manifeste plusieurs semaines plus tard. Les œufs fécondés grossissent et occupent un espace considérable dans l'abdomen. Les femelles perdent le goût de la nourriture parce que les œufs occupent une place trop importante. Le ventre finira peut-être visiblement distendu et gonflé, et vous pourrez sentir les œufs en appliquant une pression très délicate de chaque côté de son abdomen. Si votre femelle porte des œufs, ajoutez un complément de calcium à sa nourriture, faute de quoi elle n'aura pas les réserves suffisantes pour les besoins de son corps et de ses œufs. Et puis ses os risqueraient d'ailleurs de devenir fragiles, voire cassants. Bien, en espérant que cette monographie vous aura été utile, je vous invite tout de même à vous documenter sur le sujet de l'iguane vert, puisque l'on n'en sait jamais assez sur les espèces qui peuplent nos espaces sauvages et parfois notre foyer.